C'est l'heure de la causerie du jour, c'est le numéro 6. Trois sujets seront au menu de nos discussions. Le président de la République est en France pour une conférence internationale qui porte sur la circulation des biens. Nous en parlerons, comme nous parlerons aussi de la décision de la Cour constitutionnelle au sujet des propos du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Joseph Diogbenou. Ce sont des propos tenus au sujet de la non-désignation du remplaçant du juge Simplice Dato ayant démissionné de la Cour constitutionnelle. Enfin, on parlera de la journée mondiale sans tabac. C'est demain, on évoquera le sujet dans cette émission. Pour le débat, deux invités, Romuald Vroui, journaliste, bonjour. Bonsoir à vous. Oui, Odilon bonsoir. Coucou. C'est vrai qu'on est le soir, même si l'émission sera rediffusée également le matin. Tout à fait. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs de ETL. Alors, docteur Isaac Rounigbe, bonsoir. Bonsoir Odilon et bonsoir nos amis téléspectateurs qui nous suivent. Vous êtes journaliste, Tout à fait. vous êtes également médecin généraliste. Et tout à l'heure, on aura bien évidemment recours à vos compétences de médecin. Donc, on vous utilisera vos deux casquettes ce soir. Alors, le président de la République est en France. Il participera vendredi à une conférence internationale qui a pour thème la circulation des biens culturels et le patrimoine partagé. Quelle nouvelle perspective. Vous pouvez bien imaginer que cette présence n'est pas anodine en ce sens qu'elle intervient dans un contexte où le président est engagé dans un combat pour la restitution des biens culturels au Bénin. Alors cette question, pour commencer, chers invités, quelle analyse faites-vous de ce déplacement du chef de l'État? Romuald. Il faut quand même dire que le chef de l'État, vous voyez, depuis l'avènement du gouvernement de la rupture à la tête du Bénin, vous constatez que la ligne a été tracée. Et l'un des piliers se trouve le tourisme. Quand vous vous référez à ce document programme, ce document quinquennal, où nous avons nos rêves, notre vision, Le PAG, donc le programme d'action du gouvernement. Lorsque vous vous référez à ça, vous voyez que le tourisme a quand même une place importante et cela a été matérialisé d'ailleurs déjà au niveau du ministère de la Culture où nous avions avant cette métamorphose aujourd'hui, nous avions ministère du Tourisme et de la Culture. Donc, on voudrait réinventer, par exemple, un certain nombre d'attraits touristiques que nous avons. Et donc, depuis le lancement du PAG le 16 décembre 2016, il y avait cette volonté d'amener des touristes au Bénin, qu'il y ait quand même plus de touristes désormais au Bénin. Et ça passe pas forcément également nos musées, doter nos musées d'un certain nombre je ne sais pas, d'un certain nombre de biens culturels, de biens immatériels et tout ça. Et la rencontre avec le chef de l'État français également a été porteur de cette volonté affichée par le gouvernement. Donc cette conférence aujourd'hui, cette participation du chef de l'État à cette conférence internationale, c'est pour une fois encore, exprimer la volonté du gouvernement béninois à pouvoir y arriver. C'est vrai que tout au long, peut-être, nous allons revenir sur est-ce que ça va aboutir finalement? Parce qu'on pourrait se poser la question. On pourrait se poser également, l'autre question qu'on pourrait se poser aussi, c'est de savoir est-ce que nous sommes disposés à pouvoir accueillir ces biens, parce qu'il faut se retrouver dans un certain nombre de dispositions. Est-ce que nous avons des musées capables de pouvoir accueillir ces biens culturels? Nous allons certainement y revenir dans ce débat. Alors vous, sur le sujet? Oui, je pense que le président Patrice Talon a l'habitude de le dire, c'est que le Bénin ne dispose pas de ressources du sous-sol. Le Bénin n'a pas de pétrole, le Bénin n'a pas le gaz, et donc l'une des possibilités pour le pays de s'enrichir, de se faire de l'argent, c'est bien le tourisme. Et on ne fait pas du tourisme en l'air, on fait du tourisme parce qu'on valorise les potentialités qu'on a, on valorise le patrimoine qu'on a. Vous prenez un pays comme le Sénégal qui profite énormément du tourisme. L'île de Gorée aujourd'hui, c'est un site que les gens visitent systématiquement quand ils se rendent au Sénégal, alors qu'on a un équivalent ici à Ouida, la place Noroto, la route des esclaves, qui est dans un état pas forcément reluisant et qui n'attire pas forcément comme l'île de Gorée où les gens se font énormément
d'argent. Il n'y a même pas un conservateur, voilà, comme dirait donc, quand on est dans un pays, dans ces conditions où on n'a pas vraiment une valorisation donc, des biens culturels, on peut comprendre que le président Patrice Talon, qui cherche à créer la richesse, se mette sur ce chemin-là. Et on sent quand même qu'il y a une certaine logique dans les actions qui sont posées depuis son arrivée. En tout cas, il a tracé la ligne, comme l'a dit Romeo, il a tracé la ligne par rapport donc au tourisme. On sent que le tourisme est un élément qui compte au niveau donc de son programme d'action du gouvernement, et il faut qu'il l'étoffe parce que les gens ne viendront pas pour voir du néant. Il faut qu'il y ait des choses à voir. Et quand vous suivez les chiffres qui circulent, on estime qu'il y a près de 5000 objets, 5000 œuvres qui ont été spoliées au cours donc de la période coloniale et qui se retrouvent donc en France. Patrice Talon, aujourd'hui, vous avez suivi en mars dernier, il a été reçu par le président Macron. Et le président Macron a affirmé sa volonté de restituer de façon temporaire ou de façon définitive certaines œuvres donc, aux pays africains. Et ça a confirmé son discours qu'il a tenu au Burkina Faso en novembre 2017 devant les étudiants burkinabés, et il disait qu'il allait restituer de façon définitive ou de façon temporaire donc ces biens-là. Je trouve que c'est quelque chose d'assez bien parce qu'il réaffirme, c'est-à-dire parce que mars 2018, on se retrouve aujourd'hui à un sommet ou à une conférence de l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour la science, pour l'éducation, pour la culture, où le président Patrice Talon va donner un discours inaugural. Ça va commencer le vendredi, après le discours de la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, il y aura le discours du président Talon. Donc ce sont ces deux discours qui vont inaugurer cette conférence. Ça montre combien de fois le président Patrice Talon est aujourd'hui vu comme un ambassadeur. Moi je le vois aujourd'hui comme un ambassadeur de ce combat-là, parce que c'est un combat sur un sujet délicat, un sujet sensible, qui évoque beaucoup d'émotions, beaucoup de fibres. Vous connaissez un peu l'histoire entre la France et ses États coloniaux, avec cette jeunesse africaine aujourd'hui qui cherche à s'autonomiser, à avoir une indépendance. Donc quand on évoque ces questions-là, c'est avec beaucoup d'émotion. Donc le président Patrice Talon aujourd'hui devient pour moi, et pour beaucoup d'observateurs, un ambassadeur de cette lutte-là, parce que c'est le seul chef d'État, en tout cas quand on écoute les discours, qui prend position, qui affirme, et certains parfois craignent qu'il soit dans le visage de certains les éléments de la France. Alors c'est vrai que pendant longtemps, depuis des décennies, on a toujours réclamé ces œuvres artistiques, ces œuvres culturelles, ces biens culturels qui ont été pillés pendant la colonisation, pendant la période de l'esclavage et tout. Mais jusque-là, il a quand même manqué, disons, une voix d'État pour prendre justement ce combat-là à cœur. Il y a eu la société civile, il y a eu beaucoup d'acteurs, mais une voix de chef d'État pour prendre ce combat-là, prendre les devants, il a toujours manqué. Est-ce que l'activisme aujourd'hui du président Patrice Talon pourra véritablement changer quelque chose? Oui, on pourrait se poser cette question. C'est vrai que c'est la première fois peut-être où de façon visible, on constate qu'il y a un chef d'État africain qui prend l'engagement, ou du moins qui prend le devant de la scène en ce qui concerne cette lutte pour faire rapatrier nos biens culturels, nos biens immatériels et tout cela. Mais je voudrais qu'on aille au-delà. Et vous aviez dit les biens qui ont été pillés. C'est vrai que je toucherai un certain nombre de sensibilités ce soir, peut-être, en disant que ce serait vous voulez me faire du Macron? Non, du tout pas. Ce serait bien de pouvoir dire, voilà, des biens qui auraient été pillés. Parce que vous n'oubliez pas que ces biens ont été obtenus parce qu'il y a eu un certain nombre, il y a eu échange. Oui, parce que peut-être nos rois avaient besoin de miroirs, parce qu'on se voyait dans le miroir, et donc on se disait, pourquoi ne pas avoir cela et donner quelque chose qui était dans le royaume et tout ça. Donc, il y a eu quand même un échange. Les deux parties en fait, il y a eu consentement d'échange et tout cela. Donc, moi, je me dis, est-ce que les tests internationaux ratifiés par le Bénin et la France, par exemple, sont en faveur du Bénin?
Parce que n'oubliez pas, il y a 2 tests, malheureusement, je ne retiens pas le contenu fidèlement, mais il y a 2 tests qui ont été, l'un a été ratifié par le Bénin et l'autre n'a pas été ratifié par la France. Donc, je me dis, je suis sûr que Patrice Talon s'est entouré d'un certain nombre de compétences, peut-être qu'il n'y aurait pas des aides de compétences dans ce domaine-là, et on pourrait espérer un jour que nous allons pouvoir avoir nos biens culturels. Mais ce qui est important, c'est de constater la volonté politique, la volonté qui est affichée. Et au-delà des discours, c'est vrai que nous aimons les discours, surtout en Afrique et tout cela, mais au-delà des discours, on veut on veut voir véritablement les choses se matérialiser. Est-ce que nous aurons nos biens? N'oubliez pas que ces biens apportent également des devises à l'État français. Et est-ce que l'État français aujourd'hui est disposé à nous retourner ces biens? Certainement, il y aura une contrepartie. Peut-être que le Bénin ou les pays africains vont également perdre un certain nombre de... Il faudra faire des concessions. Il y aura des concessions énormes en ce qui concerne nos économies africaines et tout cela. Mais nous pouvons être quand même plus ou moins optimistes, pourquoi pas. Oui, vous savez, par rapport aux biens culturels, il y en a qui ont été, comme l'a dit Romuald, considérés, qui ont été donnés ou qui ont été échangés, achetés, qui sont retrouvés dans les musées en Europe. Mais il y en a aussi qui ont été spoliés, qui ont été volés. Ça, on peut pas le nier. Voilà, les gens viennent, bon, on trouve des œuvres, on profite un peu de la naïveté de ceux qui sont là pour les spolier. Je pense que, ou bien les œuvres ne sont pas vendues à leur réelle valeur. Donc, il faut c'est pas la faute à la France lorsque je demande un bien et vous me même dans les transactions, il y a le dol. Donc, on peut justement dire que... N'oubliez pas également que là, c'est du business aussi. Et dans le business, si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas, ou du moins éclairé, lucide, attendez, vous en payez les frais. Donc, dans ce business... Véritablement, si vous avez une valeur, ou du moins l'objet a une valeur de 100 millions, et parce que à cause de votre naïveté, vous permettez que je l'obtienne à 50 000 francs, ce n'est pas de ma faute, s'il vous plaît. En tout cas, de toutes les façons, il y a des œuvres qui ont été volées, qui ont été pillées de l'Afrique, ça c'est connu. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que de plus en plus, l'opinion... la jeunesse en Europe ne veut plus de cette Europe, ne veut plus de cette France, ne veut plus de cette puissance-là, qui ont un pouvoir, je vais dire, autocratique sur les pays africains. C'est-à-dire, eux aussi, ils en ont marre que leur pays s'approprie les richesses d'autrui, les exploite, et quand ces pays-là demandent le rapatriement, que ces grandes puissances opposent donc une fin de non-recevoir. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a une logique dans la démarche du chef de l'État et il y a, je vais dire, des arguments qui plaident en faveur de ce rapatriement-là. Il y a des arguments. D'abord, nous avons, si vous avez suivi le discours du président Emmanuel Macron au Burkina, il disait que lui n'a pas connu cette époque coloniale et qu'il n'y a pas une politique africaine de la France. En tout cas, on sent dans le discours un certain détachement des pratiques habituelles qu'il y a eu à l'Élysée. L'autre chose, c'est que il a mis sur pied une commission constituée de 2 personnalités. Il y a une historienne de l'art, Madame Savoie, qui est un professeur émérite à l'Université technique de Berlin, qui fait partie de cette commission, et un universitaire sénégalais qui est un professeur titulaire du CAMES en économie. Donc, ces 2-là, il leur a demandé que d'ici novembre prochain, de faire des propositions concrètes pour pouvoir voir dans quelle mesure rapatrier de façon définitive ou temporaire, d'ici 5 ans, ces œuvres-là. Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté, aussi bien de la part du président Patrice Talon, que de la part du président Emmanuel Macron. Et ce qui est intéressant, c'est que le vendredi prochain, après les 2 discours inauguraux, c'est-à-dire
celui de Audrey Azoulay et puis du président Patrice Talon, il y aura une communication de cette même dame, de cette même professeure qui fait partie donc de la commission de Savoie, qui va faire un discours au cours de cette conférence sur la circulation donc, des biens culturels. On sent quand même qu'il y a certaine logique dans ce processus-là. L'autre chose, c'est que aujourd'hui et demain, il y a un comité intergouvernemental pour le rapatriement des œuvres qui se tient aussi à l'UNESCO. Et dans ce comité, vous avez 22 membres qui sont élus pour un mandat de 4 ans. Et le Bénin fait partie de ces 22 pays membres-là qui ont été élus donc pour un mandat de 4 ans et le mandat du Bénin arrive à expiration en 2021. Donc, le Bénin fait partie de ces 5 pays africains qui ont été élus parmi ces 22 pays du monde pour statuer régulièrement sur la possibilité de rapatrier les œuvres en Afrique, en tout cas les œuvres des pays d'origine. Donc, vous sentez quand même qu'il y a un certain effort qui se fait, on sent qu'il y a des liens qui ont bougé et il faut dire que sous l'égide de ce comité-là, plusieurs pays ont pu recueillir leurs œuvres qui ont été donc enlevées. Donc c'est un espoir. Moi je pense qu'il faut garder espoir, il faut continuer de mettre la pression, il faut demander à d'autres présidents, à d'autres chefs d'État africains de s'associer au président béninois pour porter plus la voix, pour mettre un peu plus la pression, parce qu'on a l'impression qu'il est seul à mener le combat, à aller à gauche, à aller à droite. On ne sent pas vraiment un accompagnement. Or, vous savez que ces genres de combats sont des combats un peu rudes. Oui. Il y a beaucoup de conservateurs dans ces pays-là, des gens qui ne veulent pas, parce qu'il y a quand même des lois en France qui disent que le patrimoine est inaliénable, le patrimoine est, voilà, et qui protège de façon stricte. Et justement, à ce niveau, il y a quand même eu une sorte d'évolution dans le discours de la France. On se souvient de cette lettre de l'ancien Premier ministre et en ce temps-là, ministre des Affaires étrangères, le nom ne me vient pas très rapidement, sous Hollande, qui avait dit clairement le Bénin, la France ne répond pas à cette demande du Bénin, il faut parce que la loi ne le permet pas. Aujourd'hui, il y a cette ouverture, notamment de Macron. Est-ce à dire que d'abord le Bénin qui n'a pas baissé les bras, qui a continué en dessous, il y a eu des négociations, il y a quand même de l'espoir. Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut être optimiste, parce que c'est vrai que des choses ont évolué, au-delà même des discours. Jean-Marc Ayrault, voilà le nom. Il y a des actes qui sont posés véritablement. Nous avons peut-être la chance de ce que Emmanuel Macron est plus jeune, parce que il n'a pas connu cette France qui était classe politique française. Il n'est que de la Ve République. Donc nous avons cette chance-là. Et je me dis, oui, rapatrier des biens au Bénin, aux États africains, mais de quels biens on parle? On est en train de parler, est-ce que c'est des biens qui sont véritablement visités en France, ou c'est des biens, bon voilà, vous voulez des biens, et ben vous les aurez, et tout ça. Mais on peut constater tout de même, avec l'appui également de l'UNESCO, parce que si déjà l'UNESCO prend cette initiative, c'est que le Bénin a un appui de taille. Au-delà de autant dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on ne peut plus parler de biens culturels sans évoquer le Bénin. Non. Tout à fait. Et donc, c'est une visibilité. C'est une visibilité pour le Bénin. On reprochait au président Patrice Talon que la diplomatie n'était pas des plus actives, la diplomatie n'était pas des plus offensives, mais dans ce domaine-là, nous constatons que quand même il y a eu une amélioration et on espère vivement, parce que c'est le résultat qui compte. Oui. Le résultat, c'est le rapatriement de ces biens et au vu de ce que nous constatons, on pourrait rester optimiste. Pourquoi pas? Il y a un élément qui pourrait aussi aller en faveur donc, de ce rapatriement-là, c'est le Conseil présidentiel pour l'Afrique que le président Macron a mis en place.
Et avec qui... les Il y a Anyambossou voilà, il y a deux Béninois, Jean-Marc Adjovi Bokor, ancien sportif, et puis Anyambossou, en tout cas des intellectuels béninois de certain niveau, qui vont certainement peser. Je pense que le Bénin peut aussi utiliser, cette voie-là, cette voie, parce que c'est des gens qui sont en contact permanent avec le président Macron, qui sont des Béninois, deux Béninois. Je pense que le coordinateur de ce conseil-là, c'est un Béninois, c'est Anyambossou. Donc, le Bénin a quand même des voix, je vais dire, qui pèsent au niveau donc de l'Élysée et qui peuvent militer en faveur de ce rapatriement-là. Et le fait aussi de mettre au niveau donc de ce comité constitué donc de deux personnes, il y a un Sénégal, le fait de mettre un Sénégalais, on sait combien de fois on dit que le Sénégal c'est quand même un pays avec beaucoup d'histoire, donc ça peut aussi aller en faveur donc de ce rapatriement. Je pense qu'il y a quand même de petits éléments, de petits indices qui militent. Et puis, vous avez quand même... on sent quand même que le président Patrice Talon, je vais dire, a une vision par rapport au tourisme, a une vision par rapport à des convictions, par rapport à la culture. Et c'est forcément quelque chose à saluer. Alors, je vais vous demander, vous parliez tout à l'heure de est-ce que nous sommes capables d'accueillir ces biens? Et je vais vous rétorquer avec cette phrase ou cette idée de Cécile Zinsou qui disait le débat n'est pas est-ce que nous avons les moyens de nous occuper de nos biens. Le débat, c'est retourner nos biens. Alors, vous, votre avis sur la question, est-ce qu'il faut que nous démontrions d'abord que nous sommes capables de protéger nos biens avant qu'on ne nous les rende? Du tout pas. Nous avons déjà exprimé notre volonté de faire rapatrier les biens qui nous auraient été pillés et tout cela. Nous l'avons déjà exprimé. Justement, au-delà de ça, il faut se rassurer de ce que, voilà, lorsque ces biens seront rapatriés, il faut que ces biens puissent se retrouver dans des musées confortables, des musées qui répondent aux normes internationales. Par exemple, quand nous avons des musées, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez fait un tour dernièrement à Parakou, je ne sais pas si vous avez fait un tour dernièrement à Porto Novo où se trouverait un musée, si vous avez fait un tour de quel contrée nous avons des semblants de musées pour l'instant. Bon, le gouvernement a quand même annoncé il y a quelques semaines une série de musées qui devraient être mis en place dans le pays. On a annoncé, vous avez dit, nous n'avons pas encore la concrétisation de ce qu'on nous projette comme rêve. D'accord? C'est vrai, c'est des prévisions. C'est des projections, d'accord? Nous entendons réaliser, nous entendons construire ou ériger tel musée, mais nous ne l'avons pas encore. Peut-être que nous espérons que, peut-être au terme du mandat du président de la République 2021, on aura déjà le temps de mobiliser les ressources pour la concrétisation d'un certain nombre d'infrastructures contenues dans le PAG et qui sont ces infrastructures, le tourisme certainement aura une bonne part et tout ça, on va ériger des musées parce que avec les musées que nous avons aujourd'hui, nous pouvons véritablement pas accueillir nos biens dans ces musées-là. Même quand vous faites un tour, est-ce que je me pose la question de savoir est-ce que nous avons toujours des musées au Bénin? C'est la question que je me pose véritablement. Pensons à l'érection carrément de nouvelles infrastructures dignes du nom. C'est vrai qu'il y a des initiatives privées, mais ces initiatives privées également manquent d'appui. Quand vous prenez le doyen Avi Manguessi qui est en train de faire, qui est en train quand même de faire des efforts et qui manque d'appui, le musée, je crois, ethnographique de Porto Novo et tout ça. Il y a des initiatives privées, mais qui ne donnent encore rien pour le moment. Donc, on peut toujours espérer que avant le rapatriement de nos biens culturels, nous aurons déjà des musées à notre époque. C'est vrai qu'il faut faire le constat de que nous ne valorisons pas nos biens ici. C'est quelque chose d'assez pertinent, d'assez incroyable, alors qu'on peut vraiment valoriser ce que nous avons comme patrimoine. En tout cas, comparé à d'autres pays où les gens mettent en valeur les choses, chez nous, les choses se détériorent, les choses
je vais dire, voilà, prennent des coups de poussière. Voilà, vous prenez les salles de cinéma d'il y a quelques années, on ne les a plus. Les salles de cinéma ont disparu. Ce sont des privés aujourd'hui qui nous offrent des salles de cinéma. Vous voyez l'engouement que les jeunes ont à aller dans ces salles de cinéma. En tout cas, il y a beaucoup de lieux historiques, beaucoup de lieux importants, mais qui ne sont pas valorisés, alors que ces lieux-là pouvaient servir à créer de la richesse. Je peux comprendre peut-être, en tout cas sur le principe du rapatriement, je crois qu'on est d'accord dessus, sur le principe. Même si peut-être on ne sait pas comment est-ce qu'on va entretenir ce bien-là. Mais je pense que le gouvernement tient peut-être compte du calendrier. Parce que la France envisage rapatrier les biens d'ici 5 ans. Donc le temps de construire les musées, de construire ce qu'il faut pour les accueillir, bon, ça prendra peut-être aussi quelques années. Et il y aura peut-être une convergence des deux calendriers. Je me dis, c'est peut-être dans cette perspective-là qu'on a lancé très tôt les démarches pour que quand ces démarches-là vont aboutir, eh bien, qu'il y ait une convergence donc, des calendriers. Alors, mais il y a quand même des faits qu'il faut évoquer. Vous savez, quand vous allez sur le site de l'UNESCO, nous avons deux patrimoines. Le Bénin a aujourd'hui deux patrimoines qui sont reconnus. Vous avez un patrimoine culturel et un patrimoine naturel. Alors, le patrimoine culturel, ce sont les palais royaux d'Abomey qui ont été reconnus en 1985. Et il faut dire qu'un an avant, ces palais royaux ont été ravagés par un ouragan. Et donc, en reconnaissant les palais royaux d'Abomey comme un patrimoine culturel, l'UNESCO a mis en même temps ces palais royaux sur la liste du patrimoine culturel en péril. Donc, dans ce cas-là, ils ont investi, il y a eu beaucoup d'investissements pour réhabiliter les palais royaux. Mais, et puis, finalement, je crois, en 2007, l'UNESCO a retiré le Bénin, en tout cas les palais royaux, de la liste des biens culturels qui sont en péril. Mais tenez-vous tranquille, déjà en février 2009, il y a eu incendie. Donc, incendie en 2009. En janvier 2015, incendie encore. Donc, incendie au niveau donc, des palais royaux. Et récemment, vous avez suivi l'actualité, en septembre 2017, il y a eu encore incendie. Donc, on peut se demander, alors que c'est beaucoup d'investissements, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ces incendies à répétition dans des lieux qui sont censés accueillir du monde, qui sont censés créer de la richesse, qui sont censés être valorisés. Donc, quand on voit ça, on peut s'interroger sur la capacité du Bénin, effectivement, à conserver, d'abord ce qu'on a là, on n'arrive pas encore à l'épargner des incendies. Alors, comment est-ce qu'on va les valoriser? Donc, ça, on peut s'interroger. Et le deuxième patrimoine culturel que nous avons, c'est le complexe d'Ouvé, Arlier-Pindjari, qui a été reconnu, je crois, en 2017. Alors, mais l'autre chose aussi, c'est que nous avons jusque-là des sites qui ont été proposés par reconnaissance pour l'UNESCO depuis les années 96, mais qui ne sont pas encore... Ça pose un souci. Si depuis 96, on soumet des sites qui ne sont... Ça veut dire que, bon, est-ce qu'on ne les valorise pas bien? Est-ce qu'on ne défend pas bien ces projets-là auprès de l'UNESCO? Alors, ça pose un certain nombre de problèmes. Est-ce que c'est toujours le disette de compétences? Est-ce que les gens n'arrivent pas vraiment à valoriser? Alors que je sais qu'il y a quand même des Béninois qui sont des experts dans les questions de patrimoine, les questions de conservation. Vous avez par exemple le site Lacus de Gambier, soumis depuis 1996, qui n'est pas encore reconnu. Vous avez la ville de Huida, avec les quartiers anciens et la route de l'esclave, qui n'est toujours pas reconnue. Vous avez la ville de Porte-Nouveau et les quartiers anciens avec le palais royal depuis 1996 aussi, qui n'est pas reconnu. Vous avez la réserve d'Ouvé du Niger et l'habitat vernaculaire du Nord Bénin, toujours pas reconnu depuis 1996. Nous avons un village souterrain dans le Zou, voilà, qui n'est aussi pas reconnu. Et puis vous avez le parc national d'Ouvé du Bénin, qui n'est toujours pas reconnu. Donc on a un certain nombre d'éléments, alors que si tous ces lieux étaient reconnus, ça fait quelque chose, ça fait plus de visibilité pour le Bénin. Donc on peut s'interroger, est-ce que nous avons aujourd'hui l'expertise? C'est vrai, nous avons l'expertise, mais comment est-ce qu'on exploite cette expertise pour pouvoir promouvoir le patrimoine? C'est la grande question. Et je pense que c'est un travail de fond à faire, mettre en place associer les experts de la question, s'il le faut apporter de l'expertise extérieure, étrangère,
et valoriser ces sites-là. Je pense que c'est quelque chose d'important parce que nous ne pouvons pas être dans notre propre pays, ne pas pouvoir aller visiter ces endroits-là parce que beaucoup de Béninois ne maîtrisent pas ces endroits-là. On parle des palais royaux, combien de Béninois ont déjà visité les palais royaux, on parle du complexe d'Ouvé, tout ça, combien de Béninois les ont visités. Donc, il faut déjà que nous-mêmes considérions ça la chose, mais pour qu'on s'y intéresse, il faut qu'on valorise, il faut qu'on fasse une promotion de la chose. Je crois qu'il y a quelques années, en 2013, il y a un site qui a été mis en place par un groupe, Patrimoine Bénin, le Pont Bijimé, qui n'est plus aussi fonctionnel que ça, qui n'est plus actualisé. Je pense qu'il faut vraiment une vraie politique autour, valoriser le patrimoine, parce que ça peut créer beaucoup de richesses. Si vous permettez, vous savez, il y a un aspect qu'évoque Isaac, sur lequel je voudrais bien revenir. Vous savez, nous avons des spécialistes de la question au Bénin. Et je ne suis pas pour, et je n'ai jamais été pour le fait qu'on puisse... l'expertise extérieure, parce que d'abord, ça va nous coûter très cher, parce que justement, nous avons des experts au Bénin que nous ne valorisons pas. Je me souviens, nous avions fait... entre-temps, une émission sur cette question-là, le rapatriement des biens culturels, entre-temps, sur une chaîne. Et les experts ont dit que le Bénin ne dispose pas encore d'un inventaire de son patrimoine culturel. C'est assez grave. C'est vrai que vous avez eu une certaine facilité, Isaac, à pouvoir les citer, mais nous n'avons pas un inventaire. Ce n'est pas possible pour un pays qui se respecte. Nous devrions avoir d'abord un inventaire de notre patrimoine culturel. Ce qui, je ne sais pas si peut-être avant d'être sur ce plateau, ça a été fait. Mais ce que je dis, c'est que c'est important que nous ayons ça. Et il y a des experts pour ça. On ne peut pas nous dire qu'il y a encore des dizaines de compétences dans ce secteur-là. Il y a des hommes et des femmes qui sont formés chaque année au niveau de l'école du patrimoine africain, que le Bénin abrite, accueille d'ailleurs. Donc, je trouve qu'il faut véritablement... Il y a des choses, c'est vrai, nous exprimons notre volonté de faire rapatrier nos biens qui auraient été pillés et tout ça, mais il y a des choses à faire en attendant. Alors, j'ai comme cette question, disons, basique, qui aurait peut-être pu être posée depuis le début, mais que j'ai bien envie de vous poser. Un combat pour la restitution des biens culturels, des biens historiques. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Je pense que c'est un combat fondamental. C'est un combat fondamental et... il est identitaire. Sur le plan même historique, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Parce que nous avons parlé d'indépendance dans les années 60, mais l'indépendance n'est pas encore totale. En tout cas, dans la pratique, ce n'est pas encore une indépendance totale. Il y a encore beaucoup de choses nous dépendons encore de la colonie, de beaucoup de choses, notamment sur la question culturelle. Et je pense que sur le plan historique, c'est, je vais dire, un rétablissement, une réhabilitation, c'est le terme que je cherchais, une réhabilitation de nos pays. Ça, c'est ça. Deuxième chose, ça montre que nous sommes maintenant, nos pays discutent maintenant égal à égal. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Le fait aujourd'hui qu'un chef d'État africain, béninois en l'occurrence, se lève et discute, dit, nous voulons nos biens, je pense que c'est quelque chose d'assez fort qui inspire la jeunesse africaine. Et ce sont ces gens de combat, eh bien, je pense que ça donne l'exemple. Et ça enlève ce complexe de dominant, dominé ou de colonisateur, colonisé. Je crois que c'est au-delà. C'est au-delà même du rapatriement en lui-même. C'est-à-dire le fait de faire le rapatriement, c'est au-delà de l'acte. C'est aussi bien historique, émotionnel, je vais dire thérapeutique même. Ça guérit. Et ça, je vais dire, redonne à l'Afrique sa dignité. Ce sont ces genres de combats qu'il faut faire, aussi bien le combat pour le rapatriement des biens culturels que le combat pour l'autonomisation en termes de monnaie. Ce sont des combats, je vais dire, importants, des combats de souveraineté. Et ce discours, il y a 30 ans, on ne l'aurait pas eu. C'est-à-dire ça allait être un scandale. Ouais. Voilà, parce qu'il y a le sommet de la France-Afrique. Bon, rapidement, on peut il y a il y a un certain nombre
de canaux, un certain nombre de couloirs où on peut rapidement vous récupérer. Quand on entend ce combat, on pense à Thomas Sankara. Voilà. C'est le seul qui, à l'époque, pouvait sortir ces genres de phrases, pouvait mener ces genres de démarches, pouvait mobiliser autant l'opinion par rapport à ces questions-là. Et je pense que si vous interrogez les jeunes Africains... Idole, oui, Sankara, c'est... Voilà. Je dis souvent de Sankara que la mort l'a rendu immortel. Je l'ai vu sur votre profil. Ben voilà. C'est un vrai journaliste. Alors, j'ai bien envie de vous poser aussi, c'est de vous demander si au-delà de, disons, de Patrice Talon, cette lutte pour prospérer devrait notamment être prise par des organisations internationales. Est-ce que ça doit, il lui faut cette lutte, un cadre multinational? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais, vous avez posé la question de savoir, mais pourquoi cette lutte justement? Mais c'est pour l'argent. Attendez, oui, je le dis comme ça. Attendez, vous croyez que... On ne pas l'argent partout. Non, mais au-delà de l'argent... vous croyez que... Attendez, soyons réalistes. Vous croyez que Patrice Talon, qui rêve d'être porté en triomphe en 2021, il le fait pour que le Bénin soit égal à égal avec la France? Ben, d'abord, le premier objectif, c'est l'argent. Attendez, Bénin Tassi, plus de 250 Bénin Tassi, les tassis que nous avons là, c'est pour le tourisme. Ben, s'il n'y a pas de touristes, vous croyez que les Béninois, bon, combien prennent aujourd'hui Bénin Tassi? C'est d'abord pour les touristes. Donc, il faut que des touristes viennent au Bénin pour venir peut-être voir nos biens qui seront rapatriés, pour prendre cet assis, parce qu'actuellement, ce n'est pas la vraie rentabilité pour ce projet et tout ça. Donc, c'est l'argent. Premièrement, peut-être après, voilà, les autres choses que Isaac a citées. Maintenant, en ce qui concerne, c'est vrai, les multinationales, quand vous parlez des organisations internationales et tout ça, c'est le profit. C'est le profit. Si une organisation internationale trouve que, voilà, en soutenant Patrice Talon, en soutenant le Bénin, dans cette lutte, ça pourrait profiter à la communauté, d'abord au peuple béninois et puis après aux autres qui sont les résidents, ceux qui résident au Bénin. Je crois que normalement, toute organisation internationale qui revendique l'indépendance des États africains, qui fait le combat. Il devrait quand même se joindre à l'UNESCO pour que cette lutte puisse aboutir. C'est important parce qu'au-delà du coton, au-delà du karité, au-delà du cajou et tout ça, il faut que le tourisme puisse quand même nous apporter de devises. C'est l'objectif, je trouve. Voilà. Non, ça m'amène à émettre quelques idées. Par exemple, l'Union africaine, on n'a pas encore entendu par exemple l'Union africaine sur cette question. L'Union africaine pouvait être l'organisation qui porte, c'est-à-dire sur les questions d'enjeux, on n'écoute pas souvent l'Union africaine. Pourquoi le Bénin ne met pas justement en jeu son leadership dans ce cadre-là? Bon, effectivement, ça peut se faire. Ça peut se faire surtout qu'on connaît un peu le rapprochement entre le président Patrice Talon et le président en exercice de l'Union africaine, le Rwandais. Je pense qu'il peut impulser au niveau de son homologue rwandais cette lutte-là. En tout cas, l'Union africaine doit porter la lutte. Les intellectuels africains, vous voyez, on n'entend pas souvent sur les questions des universitaires. Les universitaires, notamment les historiens, vous n'allez jamais les entendre écrire des tribunes dans les journaux, voilà, aller faire des débats. Voilà, on ne les écoute pas souvent sur ces questions d'enjeux-là. Et je pense que les intellectuels africains, béninois, doivent sortir de leurs amphis, doivent sortir de leur laboratoire. Si vous n'êtes pas associé, attendez, si les universités béninoises ne sont pas associées à la lutte, n'attendez pas qu'ils se joignent au président Patrice Talon. Sur le principe de la lutte, sur le principe du combat, les universités devaient être d'accord et devaient appuyer. Il faut associer, il faut les associer. Oui. Finalement, s'il faut associer tout le monde, on s'en sortira. Pas tout le monde. Vous savez ce que représentent les universités pour nos États. Attendez. Et donc, on devrait associer quand même. Il y a un ministre
qui a la charge des universités au Bénin, qui est dans le gouvernement. Donc on devrait avoir normalement... Mais moi, je me dis en tant qu'intellectuel, de façon indépendante, ils peuvent prendre la parole. Vous croyez que de façon... Encore qu'on ne sait pas aujourd'hui s'ils ont été associés ou pas. Donc, je dis ça parce que quand vous prenez les grandes démocraties, sur les questions d'enjeux, vous écoutez tous les intellectuels se prononcer. Vous prenez la question, par exemple, du mariage pour tous en France, les intellectuels prennent la parole. La question des grèves, des dons d'organes, les gens prennent la parole, indépendamment même du pouvoir politique. Et parfois même, ce sont ces intellectuels-là qui corrigent, qui essaient de remodeler, qui donnent les idées. Est-ce que vous voyez? Je pense que nos intellectuels doivent se mettre dans cette dynamique-là, de prendre la parole, de prendre position sur des questions d'enjeux comme ça, et de soutenir, de porter la lutte. Je pense que c'est quelque chose de très important, parce qu'on parle de recherche au niveau de nos universités et autres, recherche qui n'est toujours pas encore visible, en tout cas surtout en Afrique, mais sur ces questions, les universités doivent se montrer très visibles. Et l'Union africaine, j'en ai parlé, vous avez la francophonie qui est assez timide sur la question d'autres organisations, notamment la CEDEAO, qui doit aussi prendre, parce que ce n'est pas que le Bénin qui est concerné par cette question. Vous avez carrément tous les pays, africains, en tout cas la plupart colonisés par la France. Donc, si le mouvement d'ensemble se met derrière le président Patrice Talon, qui aujourd'hui devient le symbole de la lutte, je pense que ça peut porter. Alors, il y a une dernière question que j'ai à vous poser. Vous y répondrez à tour de rôle. Y arrivera-t-on? Comment? Arrivera-t-on à rapatrier nos biens? Bon, je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver parce que les choses changent quand vous suivez les débats, vous suivez les gens aujourd'hui. Les choses changent. Il n'y a plus ce complexe-là. Les gens voient les choses autrement. Ce n'est plus cette soumission éternelle à la France où, bon, les gens s'accroupissent tout le temps. Non, il y a cette indépendance. Les Africains savent de quoi ils sont capables, ils connaissent leurs capacités. Et donc, je pense qu'avec la pression, vous avez vu la question de la monnaie. Vous avez vu, tout est parti sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que les chefs d'État se prononcent, jusqu'à ce que la France se prononce sur la question, jusqu'à ce que la banque, les banques, en tout cas les intellectuels français et autres se prononcent sur la question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut impulser le mouvement d'ici. Et ça peut se faire ressentir. C'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les jeunes Africains, c'est que, en tout cas en Afrique, nous avons une certaine capacité donc, à se défaire de ce passé colonialiste qui avait maintenu un certain nombre de personnes sous le joug des colonisateurs. Je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Vous ne vous attendiez pas à ce que je dise non. Attendez. Et donc, on peut y arriver, mais corrigeons déjà les insuffisances qu'on note dans la démarche. Associons les universitaires surtout. Moi, je plaide pour les universitaires béninois, associons-les, et les spécialistes, les experts. On a des experts, je vous le confirme, on a des experts dans ce secteur-là. Associons-les. Et je crois que maintenant, la question que je me pose, voilà, il y aura rapatriement de biens culturels, mais quels sont les biens qui seront rapatriés? Est-ce que, voilà, ce ne sera pas des biens accessoires? Voilà, vous voulez des biens? Sans grande valeur. Voilà. Mais on verra bien, on est là, on verra vendredi ce que dira le président de la République, Patrice Talon, à Paris au cours de cette conférence internationale. On va avancer avec un second sujet. Joseph Diogbenou n'a pas violé la Constitution. Un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle pour déclarer inconstitutionnels des propos tenus par le garde des Sceaux au sujet de la non-désignation du remplaçant du maître Simplice Dato. Avant de lancer le débat, je vous propose de suivre cet élément de Dieudonné Babatunde qui nous résume la décision. Par une requête enregistrée le 7 mars 2018 au secrétariat de la Cour constitutionnelle sous le numéro 0486-085-REC, M. Robert Mathieu Fiovi forme un recours en inconstitutionnalité des propos du ministre Joseph Diogbenou lors de son point de presse du mercredi 2018 au sujet de la nomination du remplaçant du conseiller démissionnaire Simplice Dato. Considérant que le requérant estime que dans le but d'expliquer aux médias les diligences entreprises par le président de la République
Pour pouvoir au remplacement du conseiller démissionnaire à la Cour constitutionnelle, le ministre de la Justice a tenu des propos qui visent à justifier une violation manifeste de la Constitution par le président de la République qui refuse de se conformer à l'article 12 de la loi organique de la dite Cour qui dispose que le remplaçant d'un membre démissionnaire doit se faire au plus tard dans le mois de la démission et par conséquent méprise les articles 34 et 35 de la Constitution. La Cour constitutionnelle du Bénin, après en avoir délibéré, décide qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution. Il ressort de cette décision DCC 18-110 du 3 mai 2018 que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'a nullement méprisé la Constitution béninoise. Que ces propos visaient plutôt à rendre compte des difficultés rencontrées par le chef de l'État dans la désignation du remplaçant de M. Simplice Dato et qu'en conséquence, il ne viole pas les articles 34 et 35 de la Constitution. Alors, votre analyse? Oui, je pense que, en tout cas, on note que de plus en plus les citoyens ont une facilité à saisir la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est quelque chose à saluer, en tout cas contrairement aux années précédentes où il n'y avait que quelques érudits, en tout cas en griffe, qui saisissaient la Cour tout le temps. Donc sur en griffe un rien, aujourd'hui, on peut saisir la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est quelque chose d'assez important qui traduit l'évolution de la perception que le Béninois a de la justice en général et des cours, enfin, de la Cour constitutionnelle en particulier. Donc je pense que c'est quelque chose à saluer. Maintenant, sur la décision de la Cour constitutionnelle, je pense que ça vient soulager le ministre Diogbenou qui, voilà, depuis un certain moment, est systématiquement attaqué. Je pense que si la Cour ne lui donnait pas raison, et cette fois-ci, voilà, ça irait encore dans tous les sens par rapport à lui. Je pense que ça doit le soulager et forcément, ça doit lui faire plaisir. Maintenant, sur le contenu, je pense que... Ce n'est que pour lui faire plaisir que la décision non, est enfin, prise. quand je dis La Cour ne décide pas pour faire plaisir. Je crois que personnellement, ça doit le conforter dans sa position. Je crois que ça le conforte forcément dans sa position. Alors sur le contenu, c'est vrai que moi j'ai toujours... parce qu'il restait quelques mois, juste avant que, en tout cas, cette mandature ne prenne fin. Quelques mois. Alors... Pas moi, enfin, quelques jours. Quelques jours. Enfin, en tout cas, je parle depuis la démission du conseiller. Ah oui, quelques mois. Janvier. Alors, on peut comprendre que le président de la République ait des difficultés à trouver un remplaçant parce qu'il ne peut pas se transformer en conseiller de la Cour constitutionnelle. S'il vient voir Romuald, cher Romuald, est-ce que vous acceptez siéger comme conseiller à la Cour constitutionnelle pour les 2 prochains mois et que Romuald refuse, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il vient voir Odilon pour dire Odilon, acceptez-vous de siéger à la Cour constitutionnelle et que vous refusez, il ne peut rien faire. Donc, il fait les consultations. Est-ce qu'un président est si... non, mais, vous savez, les gens peuvent hésiter. Les gens peuvent hésiter. Surtout qu'on sait que dans quelques mois, on peut partir pour plusieurs années. C'est ça, en fait, le problème. Les gens peuvent se dire à quoi bon prendre quelques mois alors que je peux avoir la possibilité d'être désigné pour plusieurs années, pour une autre mandature complète. Donc, on peut comprendre, c'est vrai, c'est un peu difficile, mais on peut comprendre la difficulté du chef de l'État à trouver un conseiller en remplacement donc au conseiller Simplice Dato. Et là, l'autre chose qui soutient un peu la démarche du président, c'est que dans la loi enfin, qui organise donc la Cour constitutionnelle, il est dit que tant que la démission du conseiller n'est pas, enfin, tant que le remplaçant n'a pas été pourvu, c'est que la démission n'est pas consommée. Mais lui, il est parti. Voilà, il a déposé sa clé. Oui, mais tant qu'il n'y a pas un remplaçant, c'est supposé qu'il y a toujours un conseiller. Et ça n'a pas, je veux dire, ça n'a pas terni ou bien ça n'a pas retenti sur le fonctionnement de la Cour. La Cour a toujours continué par rendre les décisions. En tout cas, en témoigne cette dernière décision. Donc, voilà, je pense que non, on est obligé de faire avec. La preuve, c'est que le président a eu la facilité à désigner ces 3 représentants pour la prochaine Cour. Les gens ont accepté siéger. Oui, je ne peux que quand même me réjouir de ce que la démocratie béninoise est en marche.
Parce que il y a, et comme le disait Isaac, tout le monde peut saisir la cour, la haute juridiction. Et cette possibilité est offerte aux citoyens de saisir la cour, il faut le dire, hein, il n'y a que 2 pays en Afrique qui l'ont, c'est le Bénin et le Gabon. Même en France, ce n'est pas si facile de saisir le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Et je m'attendais, quand je lisais cette décision, vous savez, il y a des requérants les plus actifs qu'on connaît. Et quand j'ai lu Robert, tout de suite, je me suis dit, voilà, puisqu'il est Roberto, Prince, donc je me dis, voilà, c'est encore lui. Mais je constate que c'est Robert Mathieu Fiovi, et, bon, que je ne connais pas, il faut l'avouer, et qui a saisi la cour parce qu'il estime que les propos du garde des Sceaux, en tant qu'autorité ministérielle, en tant qu'autorité publique, il ne devrait pas porter ces propos-là à la connaissance des hommes des médias. Et d'ailleurs, j'étais dans la salle quand il parlait, c'était lors du point de presse et tout ça. Ce que je pourrais pas comprendre, et que Isaac comprend, malheureusement pour moi, ce que je peux pas comprendre, c'est... Attendez, on nous dit que le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, il n'a pas pu faire aboutir les consultations pour pouvoir remplacer un conseiller à la RAC. Attendez. C'est un argument c'est un argument pour justifier un choix politique, c'est ça? S'il vous plaît, je trouve qu'on ne devrait même pas le dire. Quand vous manquez d'arguments, vous vous taisez. Tranquillement. Alors, vous ne pouvez pas dire... Qu'est-ce qu'il pouvait faire s'il ne trouvait pas... La question, c'est, oui, justement, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il rappelait tout simplement, et c'est justement ça la Cour a dit. Il rappelait il rappelle tout simplement la procédure. Et il a rappelé. Mais le fait de dire encore que les consultations ont été infructueuses, et vous l'aviez dit, il a eu la facilité à pouvoir octroyer que le chef de l'État devrait désigner. Mais attendez, il y a des personnes maintenant, ce qu'il a dit, la Cour a dit qu'il n'a pas risqué, qu'il n'a pas... Je suis d'accord, parce qu'il a rappelé la procédure. Et je dis, il pouvait juste s'arrêter là. Mais quand vous dites que les consultations ont été infructueuses... C'est peut-être une vérité. C'est une vérité. C'est de la vérité. C'est une vérité. Dites la procédure, s'il vous plaît. C'est mon avis de la question. Et ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? Vous avez de la facilité à trouver 3 personnes, d'accord? Peut-être pas trouver une personne pour remplacer le conseil d'Ato. D'accord? Mais attendez, il y a des personnes dans ce pays qui ne rêvent seulement que d'un mois. En fait, ils veulent seulement être président de la République pendant un mois. Le CV, on va le dire comme ça. Oui, mais dans le CV, vous pouvez il y a aussi que le ministre Diogbenou sera dans quelques jours membre de la Cour constitutionnelle et certains lui prédisent même un destin, un avenir de président de la Cour constitutionnelle. Ça n'aurait pas été du tout bien pour l'image de celui-là d'avoir à l'entrée à quelques jours de son investiture une décision qui le déclare inconstitutionnel. Est-ce que je voudrais comprendre par cette question que voilà, la Cour fait, je ne sais pas... Moi, je n'ai pas dit ça, mais je vous laisse analyser. Oui, ce que je voudrais dire, tout simplement, c'est que oui, effectivement, c'est honorable. C'est honorable parce que dit encore que le garde des Sceaux a méconnu les tests, les dispositions constitutionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien pour son image et tout cela. C'est vrai que il faut quand même reconnaître que aujourd'hui on acclame, on applaudit parce que on dit que les propos ne sont pas contraires à la Constitution, mais n'oubliez pas que nous avons eu droit à plus d'une douzaine de dispositions constitutionnelles qui ont été violées par l'exécutif. Et sur cette question, je vais vous proposer d'écouter un spécialiste de droit constitutionnel, Franck Béanzin, que Latifou Boni a interrogé par rapport à cette décision. Moi, je vais remercier le citoyen qui a osé déférer le président de la Cour constitutionnelle devant la Cour. Ça nous permet de tester l'état de droit de notre pays. Ça nous permet de dire que
Au Bénin, nul n'est au-dessus de la loi et même parce qu'on avait l'habitude de voir que les du président de la République sont déférés devant le juge constitutionnel, les propos des ministres sont déférés devant le juge constitutionnel, mais l'apport substantiel, c'est que les propos du président de la Cour constitutionnelle sont déférés devant le juge constitutionnel. Pour siéger, il faut qu'il y ait au moins 5 juges disponibles. Mais on constate que dans cette décision, puisque c'est un propos du président qui vient pour un contrôle de constitutionnalité, le président se démet. Le président ne siège pas. Il y a un autre juge qui avait démissionné, qu'on n'a pas remplacé. Il ne siège pas. Il y a un juge qui est en congé de santé. Lui aussi n'a pas siégé. Et donc, au lieu de 5, la Cour a siégé à 4. À ce niveau, la décision intéresse. Quand on prend la loi, le code électoral, on voit que le code dit le COSLEPI est installé du 1er juillet au 31 janvier. Mais le juge, dans une décision, dit que le COS doit être installé à une date donnée et dont le mandat doit prendre fin en juin. Mais puisque le Parlement n'a pas suivi l'injonction du juge constitutionnel dans le temps, le décompte du temps ou du mandat commence par le jour les juges, les membres du conseil du COSLEPI sont régulièrement désignés et installés. Alors, il y a 2 leçons qu'on peut dégager. La première, c'est que le juge constitutionnel encadre vraiment le mandat du COSLEPI. Ça ne dépassera pas les 6 mois et ça ne serait pas en dessous également des 6 mois. Mais il faut dire que entre la mission du point de vue charge et le temps, quand on voit la jurisprudence du juge constitutionnel en la matière, on verra que le juge constitutionnel, même si le COSLEPI n'est pas allé au bout de sa mission, le juge constitutionnel, quand il constate que les 6 mois sont épuisés, le juge constitutionnel le dessaisit. Et donc, je dirais que le respect du temps est un impératif pour le juge constitutionnel. Donc, il ne lui donne pas de surplus et il ne voudrait même pas lui en retirer. Voilà, Franck Béanzin qui parlait non pas de Djogbenou, mais plutôt de cette décision du président de la Cour constitutionnelle, cette décision qui concerne le COSLEPI. On a eu, c'est ce que vous disiez, un citoyen qui a eu le courage d'attaquer des propos, non pas de Djogbenou, mais du président de la Cour constitutionnelle. C'est forcément inédit, le président de la Cour constitutionnelle dont les propos sont attaqués devant cette même Cour constitutionnelle, voilà, qui est obligée de prendre une décision. Je pense que c'est forcément salué. Et comme je l'ai dit, il faut saluer cet élan général qui consiste à aller systématiquement, devant la Cour constitutionnelle. Vous avez écouté aussi par rapport à l'anglais au niveau de nos universités. Même, en tout cas, on amène un peu de tout aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Je trouve que c'est important, c'est bon pour la démocratie, c'est forcément salué. Maintenant, il faudra trouver des mécanismes pour que cette Cour prenne des décisions qui s'imposent véritablement, qui s'appliquent, qui est un moyen coercitif. On y arrivera. Latifou voilà. est... Obligatoirement plutôt. Oui, c'est vrai que c'est Latifou qui a fait l'élément. moi, je voudrais également saluer quand même, je le dis toujours, ce sont nos acquis démocratiques qui sont préservés. Et parce qu'aujourd'hui, si nous avons la liberté de porter des recours au niveau du juge constitutionnel, c'est notre démocratie qui est en marche. Et donc, préservons nos acquis démocratiques. Et c'est le défi à relever par la prochaine Cour, justement. Donc, je sais que la prochaine Cour également il y aura encore plus de requérants. Et donc, le défi à relever, c'est justement de pouvoir quand même délibérer, de pouvoir donner un verdict aux différents recours des populations béninoises. Alors, on va quitter le labyrinthe politique pour parler d'autre chose. On finit par un troisième sujet, sujet santé. C'est demain la journée mondiale sans tabac. C'est quoi le tabac, docteur? Le tabac, c'est le tabac. Hein. C'est cette substance-là qui est consommée dans le monde par plus d'1 milliard
plus d'1 milliard de personnes et qui est considéré aujourd'hui comme une menace assez importante au niveau donc, de la santé publique. Alors, sur ces 1 milliard qui consomment le tabac, vous avez 7 millions qui décèdent par an. 7 millions de personnes qui décèdent par an, c'est quand même important. Voilà. Et quand vous prenez ces 7 millions qui décèdent par an, vous avez 900 000 qui ne sont pas des fumeurs, c'est-à-dire qui décèdent par un tabagisme passif. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne fument pas, mais qui se retrouvent dans un environnement où on fume, qui aspirent, eh bien, qui inhalent cette fumée de tabac et qui finissent par en mourir, ou bien qui finissent par tomber malade, qui finissent par en mourir. Donc, c'est aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Et sur ces plus d'1 milliard de personnes qui fument, vous avez 80% qui se retrouvent au niveau des pays pauvres. C'est ça le drame. C'est que le tribut est très lourd au niveau des pays pauvres. Comme si les pays pauvres étaient chaque fois le réceptacle des mauvaises choses, le réceptacle voilà, des épidémies, des désastres. C'est là où c'est inquiétant. D'autant plus que nous avons des populations pauvres. Et quand on est obligé de tomber malade parce qu'on fume, et qu'on est obligé d'aller dépenser le peu d'argent qu'on a gagné dans les hôpitaux, on s'appauvrit davantage. On ira dans le détail, Romuald. Alors, le tabac, est-ce que ça vous inspire quoi? Il vous arrive de fumer? Jamais, jamais. Ce n'est pas parce que je suis, sur votre plateau que je le dis. Jamais, jamais. Vous savez, le tabagisme, c'est quand même un facteur important de risque des maladies cardiovasculaires. Il faut dire, j'ai trouvé paradoxal également de constater que c'est 80% des personnes qui fument proviennent quand même des pays à revenus faibles. C'est un paradoxe. Peut-être que c'est parce que nous avons des stress, nous avons plus de soucis. Je ne sais pas si nous avons plus de soucis que les autres, ceux que nous considérons comme ceux qui vivent dans de meilleures conditions, de l'autre côté de l'océan et tout ça. Mais c'est quand même paradoxal. Et vous voyez que même la thématique qui est retenue pour cette édition, tabac et cardiopathie, cela montre que après... D'ailleurs, le tabagisme, c'est la deuxième cause principale, d'accord? C'est la deuxième cause principale des maladies cardiovasculaires après l'hypertension artérielle. Vous voyez, donc, je trouve aujourd'hui, et il y a quelque chose, c'est vrai qu'on va en arriver là, c'est sûr, mais il y a les dérivés qui sont encore plus graves que le tabac. Quand vous prenez la chicha, ah ben attendez, si vous êtes... On parlera de la chicha tout à l'heure, rassurez-vous. Mais pour l'instant, on va écouter le ministre de la Santé qui a délivré un message à l'occasion de cette journée. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, à l'instar des autres pays du monde, le Bénin célèbre ce 31 mai 2018 la journée mondiale sans tabac. L'objectif principal de cette célébration est d'inciter les consommateurs de tabac à arrêter. Le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé à cette occasion est cardiopathie et tabac. Le tabagisme reste un important facteur de risque pour l'apparition d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies vasculaires périphériques. Des risques sanitaires réels que l'OMS et ses partenaires ont décidé de réduire par l'information et la sensibilisation. Il existe aujourd'hui dans le monde environ 1 milliard de fumeurs qui fument 6 000 milliards de cigarettes, soit en moyenne 300 paquets par an ou simplement 16 cigarettes par jour. Au Bénin, la situation n'est pas reluisante. Les résultats des enquêtes au ministère de la Santé ont révélé que la prévalence du tabagisme est à la hausse chez les jeunes adolescents, 7,5% en 2016 contre 5,3% en 2009, tandis qu'elle décroît chez les adultes, 5% en 2015 contre 16% en 2008. Ces dernières années, nous notons une recrudescence de l'usage de la chicha, encore appelée pipe à eau, un fléau qui ruine notre jeunesse,
qui s'exposent non seulement aux effets néfastes du tabagisme, mais aussi aux problèmes d'hygiène du fait de l'usage commun du matériel. Le tabagisme affecte aussi les non-fumeurs. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Notre pays, pour lutter plus efficacement contre le tabagisme, s'est doté d'une loi pour réglementer la production, la commercialisation et la consommation du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin. La contrebande des produits du tabac sera davantage combattue grâce à la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite du tabac qui est actuellement en étude à l'Assemblée nationale. Je tiens à réitérer les remerciements au gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, et à nos honorables députés qui n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement heureux du processus du vote de cette loi. J'invite enfin tout le peuple béninois en général et la jeunesse en particulier à prendre conscience du danger que représente le tabac pour leur santé et leur épanouissement. Alors, à la hausse chez les adolescents et en baisse chez les adultes, est-ce que ce sont les jeunes qui sont plus soucieux? Bon, c'est vrai. Si ce sont les soucis qui amènent au tabac. Bon, ce n'est pas forcément les soucis. Je parlais tantôt de ces dérivés. La chicha, c'est la nouveauté à Cotonou et dans bien d'autres villes. Oui, quand vous les voyez dans les débits de boissons, c'est les branchés de Cotonou et environ. Et voilà, 1500 francs pour acheter la mort. Je pourrais le dire comme ça, tout simplement, parce que, vous savez, la chicha, ça détruit véritablement les poumons. Quand vous prenez, je sais que vous avez vu ça une fois, quand vous voyez l'eau, on nous dit que cette eau n'est même pas filtrée, et ce que ça comporte comme toxicité, bon, j'y arrive finalement, ce n'est pas filtré et donc c'est toujours c'est contenu dans l'eau contient cette toxicité-là, mais tout simplement ça gâte vos poumons, ça gâte véritablement. De toute façon, Isaac est là pour pouvoir témoigner, même s'il ne prend pas, mais je ne sais pas. Qui vous a dit ça? Bon, j'estime qu'un docteur devrait être le modèle. Bien entendu. Voilà. Il y en a qui fument. Hein? Enfin, voilà. Donc, mais ce qui est encore paradoxal, on nous dit que quand vous prenez un citoyen ou un jeune qui prend de la chicha pendant 1 heure, que cela correspond à une fumée de 100 à 200 cigarettes. Donc, je trouve que c'est un drame. Le Bénin doit aller à l'interdiction de la chicha. Je crois que, à écouter le ministre, le Bénin... Le ministre a parlé d'une loi pour réglementer et non pour interdire. Pourquoi ce choix? On doit passer si c'est si dangereux. C'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même... Je me suis toujours interrogé, comme vous, pourquoi on n'interdit pas carrément la cigarette? Et pourquoi sur les pochettes, on est obligé de mettre... nuit gravement à la santé. Pourquoi on ne l'interdit pas? Moi, je me suis toujours posé la question, mais là, on se rend compte qu'il y a des lobbies. Voilà, il y a des lobbies de grosses... C'est comme l'industrie des armes a fait, vous suivez le débat aux États-Unis, comment ça se passe. C'est des gens très puissants qui se moquent pas mal de la santé des populations. Donc, l'autodétermination doit venir plutôt des populations qui doivent abandonner ces produits-là, qui doivent dire, eh bien, pour notre santé, nous ne devons pas aller à ces produits-là. Et le problème aujourd'hui, c'est que, vous savez, nous avons une société où c'est rare de voir les jeunes fumer. Avant, c'était les vieux, c'est les gens de certain âge qui fument. Et les femmes aussi ne fument pas. Dans notre société, c'est rare de voir les femmes fumer. Mais aujourd'hui, avec les dérivés, c'est que tout le monde s'y met. Les adolescents s'y mettent. Les femmes s'y mettent, les filles s'y mettent. Il y a même des bars spécialement dédiés à la chicha, par exemple. Vous allez à la plage, ce n'est que ça. Et les jeunes beaucoup ignorent les risques qu'ils prennent en fumant la chicha. Parce que c'est ça qui est à la mode. Les gens ne prennent plus la cigarette classique comme en temps. Avec la chicha, par exemple, il n'y a pas
disons, d'odeur. Justement, c'est odorant. Je décris souvent encore la chicha. qu'il y a beaucoup de parfums, il y a Voilà, vraiment les arômes. voilà, et tout ça. On sent pas qu'on fume. C'est comme... Moi, par exemple, il m'est arrivé de prendre... Je fuis disons, la cigarette, mais un jour, je me suis retrouvé à prendre de la chicha, par exemple. C'est vrai que c'était dans une circonstance, j'étais à Bamako, et j'étais allé en boîte de nuit, c'était une jeune dame sénégalaise qui me l'a proposé. Elle a voulu comme du chicha, de la chicha. Et j'ai pris ça le jour-là. C'est vrai, je n'ai rien senti. Justement, j'ai plutôt apprécié l'odeur, la senteur et tout. C'est la mort. La sensation. Comme j'ai l'habitude de le dire. Quand ça commence comme ça, on peut en avoir une addiction. Bien sûr, il y a un risque. L'un des risques, c'est le risque d'addiction. Celui d'addiction, j'ai l'habitude de dire que la chicha, c'est un loup déguisé en agneau. Comme la Bible, on écrit ce qu'on a vu. C'est un loup déguisé en agneau. C'est un agneau, c'est tout beau, c'est attrayant, mais c'est un loup derrière qui vous détruit à petit feu. Et les risques, en tout cas, que vous encourez quand vous fumez la chicha, sont les mêmes que quand vous prenez la tabac, quand vous prenez donc la cigarette classique. Et comme l'a dit Romuald, c'est que les quantités importantes qu'on consomme, bien qu'on absorbe lors des séances chicha, quand on doit prendre l'équivalence, c'est des quantités industrielles de cigarettes fumées. En tout cas, c'est ça le drame. Est-ce que les gens y ont? C'est qu'il y a beaucoup de risques. Je pense qu'il faut qu'on donne quand même quelques risques. Quand vous prenez le cancer, il y a le cancer des poumons qui est le premier risque. Aujourd'hui, vous avez un cancer des poumons au Bénin, eh bien, vous risquez de mourir. En tout cas, vous allez partir. Vous allez le cancer. Parce qu'on n'a pas les moyens de oui, traiter il y a peut-être les moyens, mais combien ont l'argent pour, si déjà un simple paludisme, les gens n'ont pas les moyens de se faire soigner, un cancer des poumons, d'abord faire le diagnostic, ainsi de suite. Voilà, ça va être très, très compliqué. Les cancers des voies aérodigestives, vous avez le cancer de la langue, par exemple, le cancer de la bouche. Vous imaginez ça? Vous avez tout ça. Vous avez, on a parlé des addictions, c'est que plus vous prenez, plus vous devenez habitué. Il y a une accoutumance qui s'installe, vous êtes obligé de prendre des quantités importantes pour avoir le même effet que d'habitude. Vous avez des risques, on a parlé des maladies cardiovasculaires, les AVC aujourd'hui. On a plein d'AVC, vous apprenez tel tonton est tombé sous la douche parce qu'il a fait un AVC, voilà, paralysé du côté, les parents pleurent, la femme pleure, les enfants pleurent. C'est aussi un des facteurs de risque. L'éphatus du myocarde, les crises cardiaques en griffe. C'est tout ça aussi. Vous avez aussi un certain nombre de conséquences. Les femmes enceintes, les fausses couches. On peut pas. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui font des fausses couches. On ne peut pas dire est-ce que c'est la fumée du voisin à côté de la chambre, parce que vous avez, il y a les chambres, un voisin qui fume, la fumée se déplace, votre femme est enceinte à la maison, absorbe tout ça, fait des fausses couches à répétition, on ne comprend pas. Ou bien l'enfant naît, il est de petits poids, bon, on ne comprend rien. Voyez-vous, il y a un certain nombre de choses. Vous voyez les jeunes qui partagent les embouts de chicha. Vous avez une hépatite B, c'est vite fait, une maladie très contagieuse par la salive. Vous êtes 5, un d'entre vous a l'hépatite B, vous prenez l'hépatite B, vous rentrez chez vous, vous buvez avec vos enfants, vous le donnez à vos enfants. La chaîne se poursuit. La chaîne se poursuit. Ouais, c'est un vrai drame. C'est un vrai drame. Et on dit que d'ici 2020, que le tabac sera la principale cause de décès d'incapacité. D'accord? Avec 10 millions de victimes par an, plus que le nombre de décès causés par le sida, la tuberculose, les accidents de la voie publique, les suicides réunis. Donc c'est une priorité. Et comme moi j'ai toujours souhaité que le gouvernement interdise la chicha au Bénin, on peut l'interdire. On a dit avec le gouvernement qu'on a, qui est assez ferme, assez direct, on dit on interdit la chicha pour sauver les jeunes, pour sauver la jeunesse, parce que beaucoup ne savent pas. Et il faut que les médias en parlent, comme on en parle ce soir, pour dire ce que vous prenez, ce n'est pas bon pour votre santé, vous prenez la fertilité. Le tabac diminue la fertilité.
le tabac aussi, sur le plan de la sexualité, peut entraîner l'impuissance. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas fonctionnels et qui s'interrogent, mais pourquoi ça ne marche pas, qui se bourrent de médicaments, alors que c'est peut-être les choses qu'on se fait. Donc, la fertilité, vous prenez des jeunes aujourd'hui qui ont du mal à avoir des enfants, on ne sait pas si c'est peut-être la chicha fumée entre 17 ans et 25 ans qui a détruit tous les spermatozoïdes à l'intérieur des testicules. Donc, il faut sensibiliser davantage, comme l'a fait le ministre de la Santé. Je pense que c'est bon, mais il faut aller au-delà, faire de grandes campagnes de sensibilisation pour dissuader les jeunes, pour dissuader les gens de fumer la tabac. Interdire les publicités aussi, où on fume, où les stars fument, ainsi de suite. Taxer, s'il le faut, pour les industries qui arrivent à toujours s'infiltrer, il faut taxer, il faut augmenter le prix. Comme ça se fait régulièrement en France, on augmente $1 pour dissuader les pauvres de consommer. Et je pense que... Et là, justement, je vais demander à Romuald, est-ce qu'il est véritablement, avec la poussée qu'on a connue de la chicha aujourd'hui, est-ce qu'il est véritablement possible de l'interdire et de ne pas espérer que dans les boîtes de nuit et autres, on en consomme? Oui, on peut l'interdire. On prend, ça suit pas on prend des mais dans les dispositions. actes. Oui, mais même dans la pratique également, on fait des descentes dans les boîtes de nuit, tout simplement. On fait des descentes dans les boîtes de nuit, dans les débits de boissons et tout ça. Et voilà, et ce serait fait. Il faut l'interdire parce que les conséquences sont désastreuses. On a besoin de la jeunesse béninoise, s'il vous plaît. La jeunesse... On a besoin des bras valides. On a besoin des bras valides, vous voyez. Donc, si la jeunesse doit être sacrifiée à cause de la chicha, ben, il faut l'interdire. Il y a des pays qui ont interdit la chicha. Le Niger, quand vous prenez le Kenya, quand vous prenez même le Rwanda. Mais attendez, le président Patrice Talon, il aime bien le Rwanda. Il faut qu'on aille à l'école du Rwanda dans ce domaine-là. Donc, il faut l'interdire véritablement. Il y a un travail qui est fait par un certain nombre d'ONG, par exemple. Il y a la plateforme Alt Tabagisme, et l'ONG Alcré et d'autres ONG également. Donc, il faut encourager ces organisations-là à sensibiliser. Peut-être les jeunes, ils n'en savent pas grand-chose de ce qu'ils consomment. Donc, il faut véritablement sensibiliser également dans nos écoles. Dans nos écoles, il faut sensibiliser les jeunes parce que lorsque, déjà, dès le bas âge, vous commencez par consommer de la chicha, je trouve que ce serait difficile de pouvoir enlever à cet adolescent-là cette habitude. Donc, on a besoin des jeunes, véritablement, pourquoi pas, pour la concrétisation du PAG et pour l'érection des infrastructures. Moi, sur quoi je voulais insister aussi, c'est de dire aux jeunes qu'on n'accepte pas tout. C'est pas parce que vous êtes dans un groupe où les gens disent, bon, allez-y. Parfois, vous n'avez pas le choix. Oui, je vous ai cité mon exemple. Mais vous avez toujours le choix. Toujours le choix. Vous aviez toujours le choix. Oui, bien sûr. Au Sénégal, vous aviez, ou du moins, au Mali, Bamako, oui. vous aviez le choix de refuser. Bien sûr. Parce que, justement, vous ne connaissiez... Et vous expliquez... Bon, ça dépend de la circonstance, mais bon, on peut dire, et même amener les autres en expliquant à les dissuader de la pratique. Je pense qu'on peut les amener. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut qu'on ait le courage. Il faut qu'on demande aux propriétaires de réglementer. Parce qu'il y a des maisons où les gens sont là, et puis ils fument tout le temps. Les autres colocataires n'ont pas la paix, ne peuvent même pas interdire ça. On dit, mais non, on paie aussi le loyer, on a 2 ans d'avance ici. Il faut qu'on... Et puis dans les lieux publics aussi, dans les bars, vous allez dans certains bars, les gens fument comme ça possible. Dans les taxis parfois. Je vais vous proposer, parce que nous parlons de chicha depuis, et vous êtes intervenu dans un reportage que nous avons réalisé, notamment avec Marouf Abiola Boussari. Je vais vous proposer de suivre ce reportage. La chicha serait-elle devenue l'apanage des jeunes? Personnellement, je suis adepte de ça. Qu'en est-il de son efficacité? C'est comme le fétiche, c'est auto-auto. Narguilé ou chicha est cette pipe orientale utilisée dans le monde arabe pour fumer le tabac. Elle est composée de 3 parties essentielles. Un réservoir dans lequel est versée de l'eau. Le niveau d'eau ne doit pas venir jusqu'au cou de la bouteille. Une cheminée qu'on introduit dans le réservoir. Ça dedans. Et un foyer qui possède un bol dans lequel on met du tabamel. Le tout recouvert par un plastique en aluminium chauffé à l'aide d'un charbon brûlé. On s'assure que ça soit bien fermé.
On te pose ça sur la tête pour cela. Dès que le dispositif est en place, on aspire par la pipe. Si vous aspirez la chicha, ce qui sort comme fumée, c'est pas chaud. C'est frais. Ça fortifie, ça renforce, ça donne l'énergie, les inspirations. Et ça donne bonne mentalité. Ce que les jeunes ignorent, c'est que le tabac-mel versé dans le bol est constitué à 30% de tabac et de 70% de mélasse, qui lui aussi n'est pas sans conséquence. Des menthe, fraises, pommes, chaque produit a sa capacité de frapper. Et c'est ces fruits et autres qui donnent à la chicha, à la fumée de chicha, ce goût aromatisé, ce goût fruité, cette fraîcheur qu'on a. On dit, bon, si c'est autant bon, c'est que c'est pas mauvais. La senteur dite agréable et l'esprit convivial des bars et cafés chicha laissent penser qu'elle est moins nocive que la cigarette. La cigarette n'est pas bon. C'est un peu mieux plus que la cigarette. Archi faux. C'est fruité, le goût est bon, voilà, c'est en groupe. Mais quand ça va vous abattre, ça monte maintenant sur votre visage. C'est exactement ça. Une séance de chicha délivre environ 20 fois plus de goudron, 2 fois plus de monoxyde de carbone et 3 fois plus de nicotine qu'une cigarette. Donc, vous voyez à quel point il n'y a pas photo entre les deux substances. Parfois, c'est le fait de mieux se sentir ou d'appartenir à une communauté qui amène certains jeunes à s'adonner à la chicha. Il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas envie de fumer, mais qui, parce que les collègues, les camarades, les amis s'adonnent à ça, ben, eux aussi, ils se mettent dans la danse. Et qu'est-ce qui amène cela? Ce qui amène ça, c'est d'abord l'oisiveté. C'est d'abord le refus de faire quelque chose. C'est d'abord la précarité. C'est d'abord l'envie d'être. Quand on est jeune, on a envie de déconstruire, on a envie d'éclater, on a envie de rompre avec tout ce qu'on a reçu depuis l'enfance, où on estimait que pendant longtemps, on a été comprimé, qu'il faut maintenant qu'on fasse soi-même sa propre expérimentation au lieu de reproduire le modèle des parents. Aller faire de la chicha, aller prendre de la chicha, aller fumer la chicha n'est pas une bonne et saine occupation. Il faut que les jeunes de mon pays s'occupent sainement, s'occupent pour leur dignité, s'occupent pour le développement de ce Bénin. Et ensuite, c'est quoi cette affaire-là? C'est une affaire qui vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas bon. C'est un déchet de la modernité. En quoi et pourquoi nous voulons le faire ici et maintenant? La chicha expose tous ceux qui la consomment et tous ceux qui inhalent sa fumée à d'énormes risques. Notamment les cancers de poumons, les cancers des lèvres, les cancers de la vessie, les cancers des voies aérodigestives. Vous perpétuez la transmission de l'hépatite B juste parce que vous avez participé à une soirée chicha ou à une séance chicha. Si une femme enceinte est exposée à la fumée de la chicha, c'est qu'elle peut faire des enfants de petit poids, faible poids de naissance. Elle peut même, dans certains cas, décéder, mourir. Vous avez un jeune, par exemple, de 15 ans, de 16 ans, qui s'adonne à une consommation quotidienne de chicha et qui à 25 ans ou 30 ans veut faire des enfants. On cherche enfants, on ne trouve pas. C'est la consommation abusive de chicha qui a détruit ces spermatozoïdes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 100 millions de personnes consomment quotidiennement la chicha. 100 millions de probables cancéreux. Et les jeunes continuent d'en carburer en toute sécurité et au péril de leur vie. Vraiment au péril de leur vie. Vous avez déjà regardé le reportage? Oui, je l'ai regardé une fois. Bon, je pense qu'il faut peut-être le repasser tout le temps. Pour sensibiliser. Alors, Romuald, une réaction? Non, mais il faut ces genres de production pour quand même toucher un certain nombre de sensibilités. Bon, moi, je me dis que peut-être beaucoup de jeunes ignorent les conséquences désastreuses de la consommation de la chicha. Il y a d'autres jeunes carrément, parce que j'ai fait également un reportage radio, une production radiophonique sur la chicha, et j'ai découvert qu'il prévoit même un budget par semaine pour ça. Bien sûr. Et le gars vous dit, voilà, planning, je réserve 10 000 francs pour la chicha par semaine. Et quand le professeur parle d'oisiveté, ce n'est toujours pas le cas. Parce que j'ai rencontré des personnes qui travaillent, c'est des travailleurs. Ils déploient de l'énergie, mais en fin de compte, ils ont d'ailleurs le dispositif chez eux. Et ils font même le mélange. Ce n'est pas... Ils choisissent de faire peut-être fraises et menthe ensemble. Ils choisissent de faire peut-être menthe avec d'autres. Donc, ils m'ont expliqué. Je dis, ils ignorent peut-être les conséquences. Donc, il faut... Et j'estime que la cigarette n'est pas bonne. Voilà, mais il fuit la cigarette pour la chicha. Ouais. Voilà. Donc,
je trouve qu'il y a un travail qui doit être fait par le ministère de la Santé, les ONG, les organisations, parce que les organisations non gouvernementales sont plus proches des communautés. Donc, c'est vrai que ça, on croirait que ça se développe au niveau des villes et tout ça. Donc, on pourrait également partir des villes pour les campagnes, parce qu'on veut toujours faire comme le citadin. Et donc, peut-être que la chicha également détruit dans nos villages, dans nos campagnes. C'est vrai que c'est devenu, comme vous l'avez dit, un objet de décoration. Aussi, même des vidéos, vous voyez des stars de football fumées. Voilà, je pense que ce sont des éléments aussi qui favorisent un peu le phénomène. Et il faut, dans les écoles, je pense que, comme vous l'avez dit, les ONG, avec le ministère de la Santé, aller dans les écoles, mettre des affiches, voilà, sensibiliser les jeunes par rapport au danger donc, de ce phénomène-là, aller un peu partout dans les universités, sensibiliser, faire en tout cas, mener une grande campagne pour dissuader, pour décourager les gens. C'est comme ce qu'on met sur les poches de cigarettes, nuit gravement à la santé, mais on ne met pas sur la chicha nuit gravement à la santé, c'est un matériel qu'on déplace. Et comme l'a dit Romial, il y a des gens qui font un planning en bonne et due forme pour ça. On se dit, bon, dans 2 semaines, on se retrouve au bord de la piscine. Et puis, ça y est, chicha, voilà, chicha, voilà, c'est carrément planifié, bien orchestré. Ça rentre dans les habitudes. Les gens ont ça chez eux. Voilà, sur le lit, bon, un soir avant de coucher, comme l'a dit quelqu'un dans le reportage, ça inspire. Voyez-vous. Donc, ça inspire à quoi? Ça donne l'inspiration, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose à décourager. Je pense qu'il faut relayer le plus possible cette information. La vie des gens est menacée. C'est un problème de santé publique. Dans les années à venir, il y a les cas de cancer qui se multiplient chez nous de plus en plus. On croyait que le cancer, c'était l'apanage des pays riches, mais de plus en plus, on a des cas de cancer, des cancers de vessie, cancer des poumons, même le cancer du sein. Le tabac est un facteur de risque du cancer du sein, le cancer du rein, j'ai parlé des cancers des lèvres, ainsi de suite. Je pense que c'est un travail à faire, c'est un gros travail à faire pour pouvoir sensibiliser les gens et les amener à laisser carrément. Mais en même temps, il faut une décision qui, en tout cas, qui limite l'importation ou qui interdise carrément l'importation de ce produit dans notre pays. Et une question strictement médicale, du point de vue médical, est-ce que quelqu'un qui est habitué, qui a une addiction au tabac, demain c'est la journée mondiale sans tabac, est-ce qu'il peut passer cette journée? C'est vrai que quand on atteint un certain niveau d'addiction, on n'arrive plus, je vais dire, à s'en défaire. Et ça me rappelle un surveillant que j'avais quand j'étais au collège qui, on allait chez lui nettoyer sa chambre. Quand vous allez chez lui, vous voyez sa chambre, il a un gobelet où il met toutes les tiges non finies. Voilà, c'était énorme. On dit, mais professeur, comment vous fumez comme ça? Il dit, qu'il ne peut plus arrêter. Voilà, il était triste, mais bon, on sentait qu'il avait quand même la volonté d'arrêter, mais il me disait que le niveau qu'il a atteint maintenant, qu'il ne peut plus arrêter. Et chaque fois, ça avait des chewing-gums pour dissimuler chaque fois l'odeur, ainsi de suite. Je pense que l'une des recommandations de l'OMS, justement, c'est d'aider les gens à faire un sevrage par rapport au tabac. Par rapport au tabac, je pense que c'est un domaine qu'on doit plus développer, qu'on doit plus mettre en valeur au niveau donc, du système sanitaire du pays pour aider les gens des centres de désintoxication, de sevrage, pour amener les gens progressivement à laisser. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de facile parce que quand les gens ne prennent pas, ils sentent des étourdissements, ils ont des signes de palpitations, ainsi de suite. Mais dans un centre médicalisé, spécialisé, dédié à cet effet-là, on peut aider les gens à laisser la cigarette. J'ai aussi eu un professeur comme ça qui nous a dit que pendant des années, il a fumé, mais aujourd'hui, il ne fume plus. Donc ça veut dire que la possibilité existe. Et demain, on peut espérer que je veux dire, les personnes qui fument fassent un effort pour rester toute la journée à ne pas fumer. Et l'autre chose aussi sur laquelle je voulais insister, c'est par rapport parfois à la journée Bob Marley que les gens... c'est récent, je pense. Ou, bon, c'est la promotion du tabac. On lit systématiquement la vie de Bob Marley, c'est vrai qu'il est mort d'un cancer de mélanome au pied, mais
Je pense que c'est aussi un travail à faire parce que dans la tête des jeunes, quand on dit Bob Marley tabac, les gens fument, bon, sans savoir. Mais il y a quand même beaucoup de campagnes qui rentrent dans ce cadre-là aujourd'hui. La campagne de 11 mai sans tabac. Je pense qu'il faut accentuer cette politique-là et aider les gens vraiment à faire le sevrage. Alors, Romuald, on disait, il y a peut-être le moyen d'y arriver, d'arrêter, mais il faut quand même beaucoup d'efforts pour y arriver. La question, c'est est-ce qu'on peut? Oui, nous pouvons. Est-ce qu'on veut? Bon, l'État veut. Si déjà les dirigeants le veulent, nous pouvons y arriver parce qu'ils ne. Je parle surtout des malades, si on peut les appeler. Ah, d'accord. Pour nous fumer sans tabac, bon, lorsque vous donnez le défi de ne pas fumer, peut-être, on pourrait commencer par, lorsque vous fumez peut-être 5 jours ou bien 7 jours sur 7, vous donnez un temps, par exemple, voilà, cette semaine, je me donne comme défi 5 jours sur 7. Mais je crois que également l'environnement, votre entourage devrait vous accompagner également dans cette volonté. Il faut d'abord avoir la volonté. Parce que, vous voyez, lorsque vous faites, je ne sais pas s'ils ont eu à faire quand même un budget par rapport à ce qu'ils dépensent par semaine pour le tabac. Donc, il faut quand même, avec ces sous, on pourrait quand même contribuer à l'éducation des enfants. On pourrait faire d'autres choses, véritablement. Donc, je trouve qu'il faut un accompagnement également de l'entourage vis-à-vis de ces personnes, au-delà de ce que les ONG pourraient apporter, au-delà de ce que le ministère, l'État pourrait apporter pour ces personnes que je trouve des personnes vulnérables, parce que là, peut-être, ils ont été pris d'assaut par les soucis, parce que chaque fois... Alors, j'ai une dernière question pour vous, Isaac. Oui. Est-ce qu'il y a un centre de prise en charge de ces addictions? On les voit souvent à Diaco, et ils se mélangent aux disons, fous. Ils n'aiment souvent pas ça. Non, mais est-ce qu'ils sont mélangés au fond? J'ai eu la chance de faire mes stages là-bas. Quand j'étais en 4e année de médecine, ils ne sont pas mélangés aux fous. Je crois qu'il y a mais à Diaco, psychologiquement, ils ne sont pas d'accord. Quand on dit Diaco, bon, ce qui vient à l'esprit, c'est voilà, les malades mentaux, ainsi de suite. Mais je peux vous rassurer que là-bas, il y a quand même, je vais dire, un local, en tout cas des appartements ou des salles qui sont dédiées uniquement à ces personnes-là et qui ne sont pas du tout mélangées. Elles ne sont pas du tout mélangées, ces personnes-là. C'est par exemple qu'au Sénégal, il y a un centre spécialisé, voilà. C'est carrément décroché. Je pense que c'est à ça qu'il faut. On ne doit plus avoir juste un centre comme ça. Non, on doit avoir un grand centre vraiment spécialisé dans le domaine avec des gens qui connaissent de quoi il s'agit et qui sont là pour aider les gens. Parce que peu de personnes savent, par exemple, qu'il y a un centre comme ça qui peut aider à faire le sevrage par rapport au tabagisme. Peu de personnes le savent. Et puis, c'est pratiquement le seul que les gens connaissent. Donc, il faut créer un très bon centre, peut-être un dans le nord du pays, un ici, pour permettre aux gens de se rendre systématiquement lorsqu'ils ont envie de faire le sevrage. Et c'est quelque chose à encourager. Sinon, ce qu'on a effectivement, c'est là, ils font de leur mieux, mais ce n'est pas encore ce qu'on aurait voulu. Alors, merci. Très rapidement, 30 secondes. Oui, il faut ajouter que la médecine traditionnelle également apporte son soutien dans le traitement, dans le traitement de cette maladie, si on pourrait le dire comme ça. Romuald, merci beaucoup d'être venu. Merci Isaac, merci d'être venu partager ce plateau de ce soir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la causerie du jour. Merci d'avoir été là.